Sur une route poussiéreuse de la Géorgie rurale, un vieux pick-up Ford de 1972, rouillé mais fidèle, roule lentement, transportant un trésor artisanal. À son volant, un vieil homme, Albert Dubois, un vétéran de la guerre du Vietnam, se dirige vers la maison de sa fille pour lui offrir un cadeau d'anniversaire unique. Mais ce qui aurait dû être un trajet paisible se transforme en cauchemar lorsque des gyrophares bleus déchirent la quiétude de l'après-midi. 4 officiers de police, menés par le cruel Paul Lefebvre, entourent le véhicule, leur rire moqueur résonnant comme une insulte à la dignité d'Albert. Ce qu'ils ignorent, c'est que cet homme apparemment ordinaire est le père d'une générale 4 étoiles, Claire Dubois, et que leur acte de mépris va déclencher une tempête de justice, révélant une conspiration de corruption et de racisme qui ébranlera la nation entière. Si vous croyez que chaque citoyen mérite le respect, peu importe son âge ou sa couleur de peau, frappez ce bouton « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer votre soutien à ceux qui luttent contre l'injustice. Le soleil de l'après-midi baignait les routes sinueuses du comté de Mapleton, en Géorgie, d'une lumière dorée, presque apaisante. Albert Dubois, 68 ans, guidait son vieux pick-up Ford avec une prudence méthodique, ses mains calleuses serrant le volant usé par des décennies de conduite. Le moteur grondait doucement, un son familier qui semblait faire écho à son propre pouls, un compagnon fidèle depuis plus de 40 ans. Ce véhicule, bien que rouillé et marqué par le temps, avait été le témoin de sa vie. Il l'avait porté à travers les années de solitude après la mort de sa femme, les débuts de son entreprise de menuiserie, et maintenant, dans sa retraite paisible, il transportait son dernier chef-d'œuvre. À l'arrière, soigneusement attachée avec des cordes et des couvertures, reposait une table en chêne de Géorgie, sculptée avec une précision que ses mains arthritiques parvenaient encore à produire. Chaque morceau de bois avait été choisi pour son grain unique, vieilli pendant 3 ans dans son atelier, façonné avec amour pour l'anniversaire de sa fille unique, Claire. Un sourire discret éclaira le visage d'Albert alors qu'il pensait à Claire. De la petite fille déterminée qui, à 10 ans, avait annoncé vouloir suivre les traces militaires de son père, à la générale 4 étoiles qu'elle était devenue, la première femme noire à atteindre ce rang dans l'histoire de l'armée américaine, sa fille avait dépassé tous les rêves qu'il aurait pu nourrir pour elle. Lui, un ancien ingénieur de combat décoré de 2 Purple Hearts, avait choisi une vie simple après le Vietnam, consacrée à l'artisanat et à l'éducation de Claire. Elle, au contraire, avait brisé des barrières qu'il n'avait jamais osé imaginer possibles. Cette table, c'était plus qu'un cadeau. C'était un symbole de leur lien, de leur résilience partagée face aux épreuves d'une société qui ne les avait pas toujours accueillis à bras ouverts. Soudain, des éclairs bleus dans le rétroviseur brisèrent ses pensées. Albert vérifia son compteur. Il roulait à 5 miles en dessous de la limite, comme toujours, par précaution. Avec des gestes lents et visibles, il actionna son clignotant et se gara sur le bas-côté, plaçant ses 2 mains bien en évidence sur le volant. Il connaissait trop bien l'importance de ces précautions, apprises à travers des décennies d'expérience amère. 4 officiers approchèrent, menés par Paul Lefebvre, un vétéran de 15 ans du département du shérif de Mapleton, connu pour son comportement intimidant envers les résidents noirs du comté. Sa carrure trapue et son visage rougeau semblaient faits pour inspirer la crainte. Sans préambule, il aboya. « Permis et carte grise. »« Puis-je savoir pourquoi j'ai été arrêté, officier ?» demanda Albert, sa voix calme mais ferme, ses yeux fixant ceux de Lefebvre. Un rictus moqueur déforma les lèvres de l'officier. « Feu arrière cassé. Maintenant, les papiers, vieil homme, avant que je perde patience. » Albert savait pertinemment que ces feux étaient en parfait état. Il les vérifiait religieusement avant chaque trajet. Pourtant, il tendit lentement son portefeuille, produisant son permis, sa carte grise et son assurance, ses mouvements mesurés pour éviter tout malentendu. « Ce tas de ferraille est encore sur la route ?» lança Lefebvre à ses collègues en examinant les documents. Les 3 officiers plus jeunes, Garcia, Thompson et Lee,
ricanèrent, Garcia laissant échapper un rire gêné, tandis que les autres s'esclaffaient avec plus d'enthousiasme. « Ce camion passe l'inspection chaque année, monsieur, » répondit Albert, sa voix toujours égale. « Je l'entretiens avec soin. » Lefebvre l'ignora, scrutant son permis. « Dubois? Qu'est-ce que tu transportes dans cette épave? »« Du mobilier, monsieur. Une table que j'ai fabriquée pour l'anniversaire de ma fille. » Cela provoqua une explosion de rire parmi les officiers. « Du mobilier fait main? » se moqua Lefebvre. « On est en 1800 ou quoi? » Albert resta silencieux, son visage impassible, bien que sa mâchoire se crispât légèrement. Il avait appris depuis longtemps que la dignité était parfois la seule arme dont il disposait. Lefebvre remarqua la casquette de vétéran sur le siège passager. « Vietnam, hein? T'étais quoi, cuistot? » Albert, qui avait risqué sa vie en tant qu'ingénieur de combat, répondit simplement « J'ai servi mon pays avec fierté, officier. » Quelque chose dans la retenue digne d'Albert sembla irriter Lefebvre. Son expression se durcit. « Sors du véhicule, Dubois. »« Puis-je savoir pourquoi, officier? » demanda Albert, toujours courtois. « Parce que je te l'ordonne, » aboya Lefebvre. « Sors, ou on va avoir un problème. » Albert obéit, ses mouvements ralentis par son genou arthritique, ce qui sembla agacer encore plus Lefebvre. L'officier l'attrapa brutalement par le bras, le tirant vers le bord de la route. « Je crois qu'on va jeter un œil à ce que tu transportes vraiment, » annonça-t-il. « Vous, les gens comme toi, vous cachez toujours quelque chose. » Sans attendre de consentement, Lefebvre fit signe aux autres officiers de fouiller le pick-up. Albert resta immobile, observant en silence les officiers manipuler grossièrement ses outils et la table soigneusement emballée. Thompson s'arrêta un instant, impressionné par les détails sculptés qu'il découvrit en déballant partiellement la table. Mais un regard sévère de Lefebvre le poussa à continuer la fouille avec une brutalité renouvelée. « C'est quoi ça? » lança Lefebvre en tirant une boîte métallique de sous le siège. « Mes souvenirs militaires, » répondit Albert calmement. « Médailles, photos, lettres. » Lefebvre ouvrit la boîte sans ménagement, vidant son contenu sur la route. Les médailles, y compris les 2 Purple Hearts d'Albert, tombèrent dans la poussière, accompagnées de photos jaunies de jeunes soldats en uniforme. « Rien d'intéressant, » déclara Lefebvre, sans faire le moindre geste pour ramasser les objets. Au lieu de cela, il se tourna vers la table, maintenant partiellement déballée. « Plutôt chic pour du fait-main, » commenta-t-il, passant une main sale sur la surface polie. « J'ai été menuisier pendant 50 ans, » expliqua Albert, luttant pour garder une voix stable alors qu'il voyait les mains crasseuses de Lefebvre salir son travail minutieux. Avec une nonchalance calculée, Lefebvre donna un coup à la table, la faisant basculer contre le bord du plateau du pick-up. Un craquement retentissant se fit entendre lorsque l'un des pieds sculptés se brisa. Albert tressaillit comme s'il avait été frappé lui-même. « Oups !» dit Lefebvre, un sourire cruel aux lèvres. « On dirait que ton travail n'est pas si solide que ça, vieil homme. » À cet instant, une petite silhouette attira l'attention d'Albert. Marie, une fillette de 12 ans, habitante du quartier noir de Mapleton, observait la scène depuis le bord de la route, son téléphone levé pour filmer. « Hé, toi !» cria l'officier Lee, se dirigeant vers elle. « Arrête de filmer, gamine, ou je confisque ton téléphone. » Marie, terrifiée, mais courageuse, recula, ses petites mains tremblantes serrant son appareil. « Je fais rien de mal, » protesta-t-elle, sa voix aiguë perçant l'air. Lefebvre se tourna vers elle, son regard glacial. « Retourne dans ton quartier, petite, ou tu vas regretter d'être venue ici. » La menace à l'encontre d'une enfant, combinée à l'humiliation d'Albert et à la destruction de son œuvre, fit monter une rage contenue dans le cœur du vieil homme, mais il resta silencieux, sa dignité intacte face à l'injustice. Le téléphone d'Albert sonna dans sa poche. « Lentement », avertit Lefebvre, alors qu'il le sortait.
L'écran affichait « Général C. Dubois ». Albert répondit, sa voix toujours stable malgré la situation. « Bonjour, Claire. Oui, je suis en route, mais j'ai été arrêté par la police. Ils disent que c'est pour un feu arrière cassé, à environ 20 minutes de chez toi. Non, pas besoin que tu... » Lefebvre arracha le téléphone des mains d'Albert. « Qui est à l'appareil » aboya-t-il. Son expression changea légèrement en entendant la réponse, mais il se reprit rapidement. « Votre papa a été arrêté pour plusieurs infractions, madame. Il va être retenu un moment. Vous pouvez attendre ou venir chercher ce bric-à-brac qu'il dit avoir fait pour vous. » Il raccrocha et lança le téléphone à Albert, qui le rattrapa de justesse. « Plusieurs infractions » demanda Albert, sa voix trahissant une pointe d'incrédulité. Lefebvre se mit à écrire frénétiquement dans son carnet de contraventions. Feu arrière cassé, chargement non sécurisé, obstruction à un officier, suspicion de contrebande. « Il n'y a pas de contrebande dans mon véhicule, » protesta Albert, sa calme façade commençant à craqueler. « Répondre à un officier, voilà une autre infraction, » ajouta Lefebvre, continuant d'écrire. Il arracha les contraventions et les tendit à Albert. « Ça fera 1200 $ d'amende. Payez dans les 30 jours où vous serez arrêté. » Albert fixa les contraventions, abasourdi. Avec son revenu fixe de retraité, 1200 $ équivalait à une fortune. « Maintenant, dégage avec ton tas de ferraille, » ordonna Lefebvre. « Après avoir nettoyé ton bazar, » ajouta-t-il, désignant les médailles militaires éparpillées dans la poussière, les outils en désordre et les morceaux de la table brisée. Alors que les officiers regagnaient leur voiture de patrouille, Lefebvre lança par-dessus son épaule avec un rictus. « Appelle ta fille pour ramasser ce bordel, vieil homme. » Albert se retrouva seul sur le bord de la route, entouré de ses possessions saccagées, la table brisée à ses pieds, symbole de l'amour qu'il portait à sa fille, profané par l'arrogance des officiers. Avec une dignité méthodique, il commença à ramasser ses médailles dans la terre, chaque médaille un rappel des sacrifices que ces jeunes officiers ne pouvaient comprendre. En silence, il récita le code de conduite militaire qu'il avait soutenu à travers la guerre et les décennies d'indignité qui avaient suivi. « Je suis un Américain, combattant pour les forces qui protègent mon pays et notre mode de vie. Je suis prêt à donner ma vie pour leur défense. » Alors qu'il travaillait, une petite voix tremblante s'éleva derrière lui. « Monsieur Dubois, je suis désolé, » murmura Marie, ses yeux brillants de larmes. « J'ai essayé de filmer, mais ils m'ont fait peur. » Albert posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as été courageuse, Marie, plus courageuse que beaucoup d'adultes. » Mais au fond de lui, la colère bouillonnait, non seulement pour lui, mais pour cet enfant, forcé de grandir dans un monde où même son innocence était menacée par l'abus de pouvoir. Exactement 1 heure après l'arrêt d'Albert, un SUV noir aux plaques militaires s'engagea sur cette même route rurale, son moteur vrombissant avec une détermination froide. Le véhicule s'arrêta précisément à 30 pieds, derrière le pick-up d'Albert, qui luttait encore pour ranger ses affaires, ses mains ralenties par l'arthrite et le chaos laissé par les officiers. Le moteur s'éteignit et la portière arrière s'ouvrit. La générale Claire Dubois, 52 ans, en uniforme impeccable, descendit sur la route poussiéreuse, sa présence imposant immédiatement un silence chargé d'autorité. Ses 4 étoiles scintillaient sur ses épaules, symbole d'un pouvoir que moins de 50 militaires en service dans tout le pays possédaient. Sa posture militaire parfaite, ses traits acérés et ses yeux perçants, qui avaient intimidé des chefs de guerre et des présidents, dominaient l'espace. Les officiers, toujours garés à quelques mètres, observant Albert avec un amusement cruel, sortirent précipitamment de leur véhicule en remarquant la présence militaire. Leur assurance arrogante s'évapora lorsqu'ils reconnurent les insignes de Claire. Sans un mot, elle observa la scène. Les médailles de son père éparpillées, la table brisée dans le pick-up,
l'homme âgé luttant pour restaurer un semblant d'ordre. Son visage resta impassible, mais une rage contenue brûlait dans ses yeux. Avec des gestes précis, elle sortit son téléphone et commença à photographier chaque détail. La table endommagée, les contraventions dans la main d'Albert, les officiers eux-mêmes. Puis, d'une voix portant l'autorité de décennies de commandement, elle déclara: « Général Claire Dubois, Armée des États-Unis, directrice du commandement des opérations spéciales au Pentagone. Je veux vos numéros de badge et vos noms, s'il vous plaît. » Les officiers se figèrent, leur assurance ébranlée. Lefebvre, reprenant ses esprits, avança avec une politesse soudaine. « Officier Paul Lefebvre, madame. Voici les officiers Garcia, Thompson et Lee. Il y a eu un malentendu. Une simple vérification de routine pour des infractions de sécurité. » Claire inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Vraiment? Et ces infractions de sécurité nécessitaient-elles la destruction de biens privés? La profanation de médailles militaires gagnées au service de ce pays? » Lefebvre se dandina, mal à l'aise. « Nous suspections de la contrebande, madame. La procédure standard exige une fouille approfondie. » « Sur quelle base probable? » coupa Claire, sa voix d'acier. « L'état du véhicule ne suggère rien d'autre qu'il appartient à un citoyen qui l'entretient depuis des années. Avez-vous demandé son consentement pour cette fouille? » Lefebvre resta silencieux, conscient qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux. Claire leva son téléphone. « Ici la générale Dubois. J'ai besoin du capitaine Harris à Westland Road, mile 23, immédiatement. » Elle raccrocha et se tourna vers son père, son ton s'adoucissant légèrement. « Papa, tu vas bien? »« Je vais bien, Claire, » assura Albert, bien que ses mains tremblaient légèrement sous le poids du stress et de la colère refoulée. La table a pris le plus gros coup. Claire hocha la tête, aidant à sécuriser les objets dans le pick-up. Les officiers observaient en silence l'humiliation qu'ils avaient infligée à Albert, contrastant cruellement avec le respect que leur imposait la présence de Claire. Quelques minutes plus tard, le capitaine Harris arriva, saluant Claire avec déférence. « Général Dubois, je n'avais pas réalisé que vous étiez dans notre juridiction. Quel est le problème? »« Capitaine, vos officiers ont effectué une fouille illégale du véhicule de mon père, endommagé des biens de valeur, manipulé de manière inappropriée des décorations militaires, y compris 2 Purple Hearts, et émis des contraventions qui semblent être de la pure vengeance, » répondit Claire, sa voix devenant glaciale. Harris jeta un regard sombre à Lefebvre. « Je vous assure, général, ce n'est pas ainsi que notre département fonctionne. »« Et pourtant, nous y sommes, » rétorqua-t-elle. « J'ai tout documenté pour le dossier. » Elle se tourna vers Lefebvre. « Ces contraventions seront annulées immédiatement. J'attends de votre département des affaires internes qu'il examine cet incident, et je suivrai personnellement l'affaire. » Harris acquiesça rapidement. « Bien sûr, général, les contraventions seront annulées. Veuillez accepter nos excuses pour ce malentendu. » Annuler des contraventions ne résout pas les violations des droits civils, capitaine, répondit Claire. Il ne s'agit pas de tickets, il s'agit de responsabilité. Alors qu'ils préparaient leur départ, Claire aida son père à ranger la table endommagée, manipulant chaque morceau avec un respect évident. Elle se tourna une dernière fois vers les officiers. « Ce n'est pas fini, ce n'est que le début. » Sa voix, calme mais lourde de certitude, résonna comme une promesse inéluctable. Alors qu'Albert et Claire s'éloignaient, lui dans son pick-up, elle dans son SUV militaire, les officiers se restèrent figés sur la route, désormais rejoints par d'autres voitures de patrouille. Dans l'intimité de son véhicule, Claire sentit une colère profonde monter en elle, non seulement pour l'humiliation infligée à son père, mais pour l'audace de ses officiers qui pensaient pouvoir agir en toute impunité. Elle repensa à Marie, la fillette terrorisée pour avoir voulu documenter l'injustice, et à la table brisée,
fruit de mois de travail acharné de son père. Ce n'était pas seulement une attaque contre Albert, mais une insulte à tout ce qu'il représentait. Un homme qui avait servi son pays, surmonté des décennies de préjugés et continué à créer avec dignité. De retour chez lui, Albert s'assit lourdement dans son atelier, regardant les outils éparpillés et la table endommagée. Claire, restée pour s'assurer qu'il allait bien, remarqua une ombre dans ses yeux. « Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Albert soupira, son regard perdu dans les souvenirs. « 3 fois cette année, Claire. Lefebvre me suit, attend le moindre prétexte. Je n'ai jamais rien dit, parce que signaler à qui? À son propre département, à ses amis au tribunal? » Cette révélation frappa Claire comme un coup de poignard. Son père, un héros de guerre, un artisan respecté, avait été harcelé en silence. Son silence protégeant sa dignité, mais masquant une injustice systématique. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'une colère qu'elle peinait à contenir. « À quoi bon ?» répondit Albert. « Tu avais ta carrière, tes batailles. Je ne voulais pas t'alourdir avec les miennes. » Mais pour Claire, cette confession transforma l'incident en quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas seulement une injustice personnelle, mais le symptôme d'un système pourri, d'une machine de corruption et de racisme opérant sous le couvert de l'autorité. Elle prit les mains de son père, sa détermination d'acier. « Papa, je te promets que ça ne se reproduira plus. Pas à toi, pas à Marie, pas à qui que ce soit dans ce comté. » Alors que la nuit tombait sur Mapleton, Claire commença à planifier. Elle utiliserait chaque once de son autorité, chaque connexion au Pentagone, chaque ressource légale pour exposer ce qui se tramait dans ce comté. Mais au fond d'elle, la colère bouillonnait, une rage face à l'arrogance de Lefebvre, à la cruauté envers une enfant innocente, à la profanation des médailles de son père, gagnées au prix de son sang. Cette rage serait son carburant, et Mapleton découvrirait bientôt qu'elle avait réveillé une tempête qu'elle ne pourrait arrêter. Si vous êtes indigné par l'injustice subie par Albert, par l'intimidation d'une enfant comme Marie, et par l'arrogance de ceux qui abusent de leur pouvoir, frappez ce bouton « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer que vous soutenez la lutte pour l'égalité et la responsabilité. Dites-nous ce que vous ressentez face à cette humiliation d'un héros et d'une communauté entière. La nuit enveloppait Mapleton d'un silence oppressant, mais dans l'atelier d'Albert Dubois, la lumière vacillante d'une lampe à huile révélait une vérité bien plus sombre. Assis sur son vieux tabouret, les mains serrant un outil émoussé, Albert fixait la table brisée, ses fragments éparpillés comme les vestiges de sa dignité bafouée. À ses côtés, Claire, toujours en uniforme, arpentait la pièce, son téléphone pressé contre son oreille, sa voix basse mais vibrante d'une détermination inflexible. Elle parlait au FBI, aux avocats du Pentagone, à des contacts dans la presse. Chaque mot un pas vers la justice. Mais ce qu'elle découvrait dépassait l'humiliation infligée à son père. Mapleton était une toile d'araignée de corruption, tissée de racisme et de cupidité, où des officiers comme Paul Lefebvre n'étaient que les pions d'un jeu bien plus vaste. Les terres des familles noires du comté, héritées depuis des générations, disparaissaient sous des prétextes légaux douteux, revendus à des promoteurs immobiliers sans scrupules. Claire jura de déchirer ce voile, mais à chaque révélation, la rage montait, alimentée par des actes d'intimidation qui frappaient non seulement sa famille, mais toute une communauté. Le lendemain matin, Claire se rendit au siège du shérif de Mapleton, un bâtiment décrépit dont la façade en briques semblait cacher autant de secrets que les hommes qui y travaillaient. Elle demanda à rencontrer le shérif en personne, mais fut accueillie par un adjoint nerveux qui prétendit que son supérieur était en réunion. « Dites-lui que la générale Claire Dubois attend », ordonna-t-elle, son ton ne laissant aucune place à la négociation. Pendant qu'elle patientait dans le hall, elle remarqua les regards furtifs des employés, leurs chuchotements à peine dissimulés. L'un d'eux, un jeune officier nommé Miguel Torres, passa près d'elle, glissant discrètement un bout de papier dans sa main, avant de s'éloigner.
Intriguée, Claire déplia le mot. Rencontrez-moi ce soir, 22 heures, derrière l'église baptiste. Ne faites confiance à personne ici. Ce message, bien que bref, confirma ses soupçons. Quelque chose de pourri rongeait Mapleton, et même au sein du département du shérif, certains semblaient vouloir briser le silence. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, le shérif, un homme corpulent nommé Carl Whitaker, apparut enfin. Son sourire mielleux contrastait avec ses yeux fuyants. « Général Dubois, quel honneur !» s'exclama-t-il, tendant une main qu'elle ignora. « Je suis ici pour discuter de l'incident impliquant mon père, Albert Dubois, » déclara Claire, sa voix tranchante. « Une fouille illégale, des biens détruits, des médailles militaires profanées et des contraventions abusives. J'attends des explications et une enquête interne immédiate. » Whitaker s'éclaircit la gorge, son sourire vacillant. « Un malentendu, général. L'officier Lefebvre est un peu zélé, mais il suit les protocoles. Les contraventions ont été annulées, comme vous l'avez demandé. Considérez cela comme réglé. » Claire plissa les yeux. « Réglé? Des droits civils ont été violés, shérif. Vous pensez qu'annuler des amendes efface l'humiliation d'un vétéran de guerre? Ou l'intimidation d'une enfant de 12 ans qui tentait de filmer l'incident? » Whitaker haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Les enfants ne devraient pas se mêler des affaires de police. Quant à votre père, il n'a pas été blessé, n'est-ce pas? Pas de quoi en faire un drame. » Ces mots firent bouillir le sang de Claire. Elle se pencha légèrement vers lui, sa voix descendant à un murmure glacial. « Vous vous trompez, shérif. Ce n'est pas un drame, c'est une déclaration de guerre contre l'injustice, et je ne partirai pas tant que chaque responsable n'aura pas rendu des comptes. » Whitaker blêmit, mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sourd résonna à l'extérieur. Une foule s'était rassemblée devant le poste, brandissant des pancartes réclamant justice pour Albert. Parmi eux, Claire reconnut Marie, la fillette courageuse, tenant une affiche où l'on lisait « Respectez nos aînés ». Mais la réponse du département fut loin d'être conciliante. Ce soir-là, alors que Claire quittait le poste, elle reçut un appel affolé de son père. « Claire, ils sont revenus! Ils ont vandalisé la maison! » Lorsqu'elle arriva chez Albert, la scène était insoutenable. Les murs de la maison, construite de ses propres mains il y a 40 ans, étaient barbouillés de graffitis racistes. « Reste à ta place », et pire encore. Les fenêtres du salon étaient brisées, et l'atelier d'Albert avait été saccagé, ses outils jetés au sol, certains cassés intentionnellement. Mais ce qui frappa Claire comme un coup de poignard fut la vue d'une photo encadrée. Albert en uniforme, entouré de ses camarades du Vietnam, déchiré en deux, piétiné dans la boue. Albert se tenait près de la porte, son visage marqué par une douleur silencieuse. « Ils sont venus à 3, masqués, » murmura-t-il. « Ils ont dit que c'était un avertissement, pour que je reste silencieux. » Claire sentit une rage incandescente monter en elle. « Un avertissement ?» répéta-t-elle, sa voix tremblant de fureur. « Ils pensent qu'ils peuvent nous intimider? Papa, je te jure qu'ils vont regretter chaque seconde de cette lâcheté. » Elle appela immédiatement le FBI, exigeant une enquête fédérale sur les actes de vandalisme et le harcèlement ciblé. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début d'une bataille bien plus vaste. Cette nuit-là, Claire se rendit au rendez-vous secret avec Miguel Torres derrière l'église baptiste, un lieu symbolique pour la communauté noire de Mapleton. Miguel, un officier hispanique d'une trentaine d'années, semblait nerveux, jetant des regards autour de lui. « Général, je risque ma carrière en vous parlant, » commença-t-il, sa voix basse. « Mais je ne peux plus rester silencieux. Lefebvre n'agit pas seul. Il travaille pour quelqu'un de plus haut, beaucoup plus haut. Le shérif Whitaker est impliqué, ainsi que le juge local, Harold Grayson. Il cible les terres des familles noires, utilisant des prétextes comme des taxes impayées ou des violations mineures pour saisir les propriétés. Ensuite, ils les revendent à une société immobilière, Mapleton Development. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Vous avez des preuves ?» demanda-t-elle.
Miguel hocha la tête. J'ai des documents, des rapports falsifiés, des transferts de propriétés douteux. Mais ils surveillent tout. Si je les rends publics maintenant, ma famille sera en danger. Il tendit une clé USB. Tout est là dedans. Mais soyez prudente, ils savent que vous posez des questions. Avant de partir, il ajouta « Lefebvre a mentionné votre père. Ils veulent l'utiliser pour vous faire taire. » Cette révélation transforma la colère de Claire en une détermination froide et calculée. Elle passa la nuit à examiner les documents, découvrant un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de Mapleton. Des familles avaient perdu leurs terres ancestrales. Des entreprises locales appartenant à des Noirs avaient été fermées sous des prétextes légaux, et ceux qui osaient protester étaient réduits au silence par des menaces ou des arrestations. Mais ce qui la mit hors d'elle fut un rapport mentionnant une réunion secrète entre Whittaker Grayson et un homme nommé Victor Langston, PDG de Mapleton Development. Ce nom revenait sans cesse, comme une ombre planant sur chaque transaction illégale. Le lendemain, Claire organisa une réunion communautaire à l'église baptiste, déterminée à rallier les résidents de Mapleton. La salle était comble, des visages marqués par la peur et la résignation, mais aussi par une lueur d'espoir. Parmi eux se trouvait Louise Carter, une ancienne enseignante de 70 ans, connue pour son franc-parler. « Ils ont pris la ferme de mon frère il y a 5 ans, déclara-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Ils ont dit qu'il devait des taxes, mais il avait payé chaque centime. 2 mois plus tard, sa terre était un centre commercial. » La foule murmura, des voix s'élevant pour partager des histoires similaires. Mais la réunion fut interrompue par l'arrivée de Paul Lefebvre et de 2 autres officiers. « Vous n'avez pas d'autorisation pour ce rassemblement, » aboya-t-il, son regard défiant Claire. « Dispersez-vous, ou vous serez tous arrêtés. » La tension monta dans la salle, certains résidents se levant pour protester. Un jeune homme, James Carter, le petit-fils de Louise, s'avança. « Vous n'avez pas le droit de nous faire taire, » cria-t-il. Sans avertissement, Lefebvre le saisit par le col et le plaqua contre le mur, provoquant des cris dans la foule. « Tu veux jouer les héros, gamin ?» grogna-t-il, levant son poing. Claire s'interposa, sa présence imposante forçant Lefebvre à reculer. « Touchez-le encore, et vous aurez affaire à l'armée des États-Unis, » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Lefebvre relâcha James, mais son sourire cruel ne vacilla pas. « Vous ne pouvez pas nous arrêter, général. Ce comté nous appartient. » Il quitta l'église, suivi de ses hommes, laissant derrière lui une foule secouée, mais galvanisée. James, encore tremblant, murmura à Claire. « Merci, mais ils vont revenir. Ils reviennent toujours. » Louise, les larmes aux yeux, ajouta. « Ils m'ont appelé hier soir. Ils ont dit que si je témoignais contre eux, ils couperaient de ma pension. » Ces actes d'intimidation, visant une femme âgée et un jeune homme courageux, firent bouillir le sang de Claire. Elle monta sur l'estrade, s'adressant à la foule. « Ils pensent qu'ils peuvent nous briser avec la peur, mais nous sommes plus forts qu'eux. Ensemble, nous exposerons leur corruption. Ensemble, nous reprendrons ce qui nous appartient. » La salle éclata en applaudissements, mais Claire savait que chaque pas vers la justice mettrait leurs vies en danger. Quelques jours plus tard, un nouvel acte d'intimidation frappa de plein fouet. Albert, faisant ses courses au supermarché local, fut accosté par 2 hommes masqués dans le parking. Ils le poussèrent contre son pick-up, l'un d'eux brandissant un couteau. « Dis à ta fille d'arrêter de fouiner, vieil homme », grogna l'un d'eux. « Sinon, ce ne sera pas seulement ta table qu'on cassera. » Avant qu'Albert ne puisse répondre, ils le frappèrent au visage, le laissant à terre, son panier de courses renversé autour de lui. Un passant, un employé du magasin, tenta d'intervenir, mais les agresseurs s'enfuirent. Quand Claire apprit l'attaque, elle se précipita à l'hôpital où Albert était soigné. Son père, le visage tuméfié mais toujours digne, lui prit la main. « Ne t'arrête pas, Claire, » murmura-t-il. « Pas pour moi, pas pour eux. »
Mais pour Claire, cet acte de violence contre l'homme qui lui avait tout appris fut la goutte d'eau. Elle quitta son poste temporaire au Pentagone, demandant un congé exceptionnel pour se consacrer entièrement à la lutte contre la corruption de Mapleton. « Ils veulent une guerre ?» dit-elle à son supérieur, sa voix vibrante de colère. « Ils l'auront. » De retour à Mapleton, Claire intensifia ses efforts, collaborant avec le FBI pour analyser les documents fournis par Miguel. Elle découvrit que Victor Langston, le PDG de Mapleton Development, avait financé les campagnes électorales de Whitaker et Grayson, achetant leur loyauté pour faciliter ses acquisitions illégales. Mais chaque avancée était accompagnée de nouvelles menaces. Miguel reçut un appel anonyme lui ordonnant de « rester à sa place », sous peine de représailles contre sa femme et ses enfants. Louise trouva une lettre clouée à sa porte, menaçant de brûler sa maison si elle continuait à parler. Et James, toujours déterminé à se battre, fut arrêté pour une prétendue agression sur un officier, un mensonge flagrant destiné à le réduire au silence. Ces actes de terreur, visant à briser la communauté, ne firent que renforcer la résolution de Claire. Elle organisa une marche silencieuse à travers Mapleton, réunissant des centaines de résidents, noirs et blancs, jeunes et vieux. La marche menée par Albert, désormais remis de son agression, et Marie, tenant fièrement sa pancarte, envoya un message clair. Mapleton ne se tairait plus. Mais alors que la foule atteignait la mairie, un groupe d'hommes armés, portant des casquettes arborant le logo de Mapleton Development, bloqua leur chemin. Leur chef, un homme aux yeux froids, s'avança. « Rentrez chez vous », ordonna-t-il. « Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. » Claire s'avança, son regard défiant le leur. « Nous savons exactement à qui nous nous frottons, » répondit-elle. « Et nous n'arrêterons pas tant que justice ne sera pas rendue. » La tension était palpable, les deux groupes se faisant face dans un silence chargé d'électricité. Finalement, les hommes reculèrent, mais leurs regards promettaient des représailles. Alors que la nuit tombait, Claire s'assit avec son père dans l'atelier, entourée des débris de la table brisée. « Ils ne s'arrêteront pas, n'est-ce pas ?» demanda Albert, sa voix lourde de fatigue. Claire secoua la tête. « Non, papa, mais nous non plus. » Elle posa une main sur la table endommagée, traçant les lignes brisées du bois. « Cette table, c'est nous. Ils peuvent nous briser, mais nous nous relèverons toujours. » Mais au fond d'elle, Claire savait que la bataille ne faisait que commencer. Chaque révélation, chaque acte de courage rapprochait Mapleton d'un point de rupture. Et alors qu'elle planifiait ses prochaines actions, une pensée la hantait. Jusqu'où iraient Langston et ses alliés pour protéger leur empire? La réponse, elle le craignait, serait plus violente qu'elle ne l'imaginait. Si vous êtes révolté par la corruption qui étouffe Mapleton, par les menaces contre des innocents, comme Louise, James et Miguel, et par la violence infligée à un héros comme Albert, montrez votre soutien. Laissez un commentaire avec le mot « courage » et partagez cette histoire pour inspirer d'autres à se lever contre l'injustice. Dites-nous ce qui vous met en colère dans cette lutte et comment vous pensez que nous pouvons bâtir un avenir plus juste. L'aube se levait sur Mapleton, mais l'espoir qu'elle portait était éclipsé par une nouvelle tragédie. Albert Dubois, le pilier inébranlable de cette lutte pour la justice, avait disparu. La veille au soir, après une réunion communautaire où il avait galvanisé les résidents avec un discours empreint de dignité, il n'était pas rentré chez lui. Claire Dubois, désormais consumée par une rage aussi froide que l'acier, reçut un appel anonyme au milieu de la nuit. Une voix déformée ricana. « Si tu veux revoir ton père vivant, arrête de fouiner. » Mais pour Claire, générale 4 étoiles et fille d'un héros, capituler n'était pas une option. Ce rapt, cet acte ultime de lâcheté, transforma sa colère en une tempête dévastatrice. Elle jura de démanteler l'empire de corruption de Mapleton, même si cela signifiait affronter des ennemis tapis dans l'ombre, prêts à tout pour protéger leurs secrets. Alors que la communauté s'unissait dans une quête désespérée, un réseau de tunnels secrets sous le tribunal du comté,
révéla l'ampleur de la conspiration, menant Claire à une confrontation finale avec Victor Langston, le marionnettiste derrière des décennies d'injustice. La maison d'Albert, déjà marquée par les graffitis racistes et les fenêtres brisées, semblait hurler son absence. Claire, entourée d'une équipe restreinte du FBI et de résidents déterminés, fouilla chaque recoin, cherchant des indices. Sur le sol de l'atelier, près des débris de la table qu'Albert n'avait jamais pu réparer, elle trouva un bouton arraché, orné du logo de Mapleton Development. Ce détail, insignifiant pour d'autres, était pour Claire une piste brûlante. Elle convoqua immédiatement Miguel Torres, l'officier qui risquait tout pour exposer la vérité. Pâle et nerveux, Miguel confirma ses craintes. Langston possède un entrepôt désaffecté à la périphérie de la ville. Les rumeurs parlent de tunnels souterrains utilisés pour des réunions secrètes. Si votre père est retenu quelque part, c'est là-bas. Mais avant que Claire ne puisse organiser une opération, un nouveau coup frappa la communauté. Sarah Thompson, une enseignante qui avait organisé des réunions pour sensibiliser les jeunes à leurs droits, fut licenciée sans préavis par le conseil scolaire, sous prétexte de « conduite inappropriée ». La véritable raison? Une lettre anonyme accusant Sarah d'inciter à la révolte en soutenant la cause d'Albert. Cette injustice, visant une femme dévouée à l'éducation, fit bouillir le sang de Claire. Elle rendit visite à Sarah, trouvant la jeune femme en larmes, entourée de ses élèves qui avaient organisé une veillée devant son domicile. « Ils veulent nous briser, général, » murmura Sarah, « mais je ne regrette rien. » Claire serra sa main, sa voix vibrante de colère. « Ils ne briseront personne, pas tant que je serai là. » La pression s'intensifia lorsque Louise Carter, l'ancienne enseignante qui avait dénoncé la saisie illégale des terres de son frère, reçut une menace de mort. Une enveloppe glissée sous sa porte contenait une photo d'elle prise à son insu, barrée d'un message en lettres rouges. « Tais-toi, ou tu finiras comme le vieux Dubois. » Louise, bien que terrifiée, refusa de se taire. Elle contacta Claire, sa voix tremblante mais résolue. « Ils pensent qu'une vieille femme comme moi va plier, mais je témoignerai, même si c'est la dernière chose que je fais. » Ces actes de terreur, visant une communauté déjà meurtrie, transformèrent de la rage de Claire en une force presque surnaturelle. Elle savait que chaque minute comptait pour sauver son père. Avec l'aide du FBI, Claire lança une opération clandestine pour explorer l'entrepôt de Mapleton Development. Sous le couvert de la nuit, elle guida une équipe d'agents fédéraux et de volontaires, dont James Carter, le petit-fils de Louise, récemment libéré après son arrestation injuste. L'entrepôt, un bâtiment délabré entouré de barbelés, semblait abandonné, mais des traces de pneus récentes trahissaient une activité récente. En forçant une porte latérale, l'équipe découvrit un escalier menant à un réseau de tunnels souterrains, éclairés par des ampoules vacillantes. Les murs, tapissés de plans de développement immobilier, révélaient l'ampleur du projet de Langston. Transformer Mapleton en un paradis pour riches, en chassant les familles noires de leurs terres ancestrales. Alors qu'ils avançaient, un bruit métallique résonna. James, agile et déterminé, repéra une porte verrouillée au fond d'un couloir. Derrière, des voix étouffées se faisaient entendre. Claire, son cœur battant à tout rompre, ordonna à l'équipe de forcer l'entrée. À l'intérieur, ils trouvèrent Albert, ligoté à une chaise, le visage marqué par des échymoses, mais toujours digne. Deux hommes armés, portant des uniformes de sécurité de Mapleton Development, se tenaient près de lui. « Lâchez vos armes !» cria Claire, son pistolet pointé avec une précision militaire. Les gardes, pris au dépourvu, hésitèrent. Mais un regard de Claire suffit à les désarmer. Elle se précipita vers son père, coupant ses liens avec des mains tremblantes. « Papa, je suis là !» murmura-t-elle, retenant des larmes de rage et de soulagement. Albert, affaibli mais lucide, posa une main sur son épaule. « Je savais que tu viendrais, Claire, mais fais attention, Langston est ici. » Ces mots firent frissonner Claire.
Elle ordonna à James et à un agent de ramener Albert en sécurité, tandis qu'elle poursuivait la traque avec le reste de l'équipe. Les tunnels, un labyrinthe de béton et d'acier, semblaient conçus pour protéger les secrets les plus sombres de Mapleton. Au bout d'un couloir, Claire trouva une salle de réunion improvisée, où Victor Langston, un homme au costume impeccable et au sourire venimeux, discutait avec le shérif Whittaker et le juge Grayson. Des piles de contrats et de dossiers s'entassaient sur une table, détaillant des saisies illégales et des pots de vin. « Vous êtes fini, Langston », déclara Claire, sa voix résonnant dans la pièce. Langston éclata de rire, un son froid et méprisant. « Vous pensez que m'arrêter changera quelque chose, général? Ce comté m'appartient. Les gens comme vous et votre père ne sont que des obstacles temporaires. » Ces mots, prononcés avec une arrogance insupportable, firent exploser la colère de Claire. « Vous avez tort, » rétorqua-t-elle. « Ce comté appartient à ses habitants, pas à un vautour comme vous. » Avant que Langston ne puisse répondre, des agents du FBI envahirent la pièce, menottant les trois hommes. Mais alors qu'ils étaient emmenés, Langston lança un dernier défi. « Vous croyez que c'est fini? Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. » Cette menace, bien que vague, pesa lourd sur Claire. Elle savait que démanteler l'empire de Langston ne mettrait pas fin à la corruption profondément enracinée dans Mapleton. De retour à la surface, Claire retrouva Albert, soigné par des ambulanciers. Malgré ses blessures, il insista pour parler à la foule qui s'était rassemblée, alertée par l'opération. « Nous avons gagné une bataille aujourd'hui, » déclara-t-il, sa voix faible mais puissante. « Mais la guerre pour la justice continue. Ne laissez pas la peur vous arrêter. » La foule applaudit, mais Claire remarqua des visages marqués par l'inquiétude. La victoire était douce amère, car les représailles semblaient inévitables. Les jours suivants, Claire fit face à une nouvelle épreuve. Le Pentagone, sous pression de politiciens liés à Langston, la suspendit temporairement, invoquant une conduite incompatible avec son rang. Cette décision, un coup bas destiné à la neutraliser, ne fit qu'attiser sa détermination. Elle s'installa à Mapleton, travaillant avec des avocats pro bono pour représenter les victimes des saisies illégales. Miguel, désormais licencié pour avoir collaboré avec Claire, rejoignit la lutte, apportant des preuves supplémentaires au FBI. Louise et Sarah, malgré les menaces, continuèrent à mobiliser la communauté, organisant des ateliers pour éduquer les résidents sur leurs droits. Mais la lutte prenait un tour personnel. Une nuit, Claire reçut un colis anonyme contenant une photo d'elle et d'Albert, prise à leur insu, avec un message « Vous ne pouvez pas gagner ». Cette tentative d'intimidation, loin de l'effrayer, renforça sa résolution. Elle contacta un sénateur connu pour son engagement contre la corruption, lui fournissant les preuves rassemblées. Quelques semaines plus tard, elle fut appelée à témoigner devant une commission du Congrès, exposant le réseau de corruption de Mapleton. Son témoignage, retransmis à la télévision nationale, galvanisa l'opinion publique, entraînant des enquêtes fédérales à grande échelle. Langston, Whittaker et Grayson furent inculpés de multiples chefs d'accusation, allant de l'extorsion au blanchiment d'argent. Des dizaines de propriétés saisies illégalement furent restituées à leurs propriétaires légitimes et le département du shérif fut placé sous tutelle fédérale. Mais pour Claire, la véritable victoire fut de voir Mapleton se relever. Albert, désormais héros local, ouvrit un atelier communautaire où il enseignait la menuiserie aux jeunes, transformant son chagrin en un symbole d'espoir. Marie, la fillette courageuse, devint la porte-parole d'une nouvelle génération, tandis que James et Sarah lançaient une association pour protéger les droits des résidents. Pourtant, Claire savait que la lutte n'était pas terminée. Les alliés de Langston, tapis dans l'ombre, attendaient de leur heure. Chaque pas vers la justice était un défi à leur pouvoir, et la communauté devait rester vigilante. Assise dans l'atelier d'Albert,
Entourée des rires des apprenants, Claire posa une main sur la table réparée, ses fissures désormais comblées avec soin. « Nous avons reconstruit plus qu'une table, » murmura Albert. Claire hocha la tête, sa colère transformée en un feu sacré. « Nous avons reconstruit une communauté, et nous la protégerons, quoi qu'il en coûte. » Si vous êtes bouleversé par l'enlèvement d'Albert, indigné par les menaces contre Louise, Sarah et Miguel, et inspiré par le courage de Claire et de Mapleton, montrez votre soutien. Laissez un commentaire avec le mot « solidarité » et partagez cette histoire pour amplifier la voix de ceux qui luttent pour la justice. Dites-nous ce que vous ressentez face à cette bataille et comment nous pouvons continuer à bâtir un monde plus équitable. L'histoire d'Albert et Claire Dubois, une fresque dramatique et bouleversante, nous plonge au cœur d'une lutte acharnée contre l'injustice et la corruption dans le comté fictif de Mapleton. À travers 3 chapitres d'une intensité rare, nous suivons un vétéran de guerre de 78 ans, Albert, et sa fille, la générale 4 étoiles Claire, confrontés à un système oppressif qui cherche à les briser par la peur, l'intimidation et la violence. Cette saga, tissée de colère, de courage et d'une résilience indomptable, transcende le simple récit pour devenir un miroir de nos sociétés, nous interpellant sur notre propre responsabilité face aux abus de pouvoir. Elle nous pousse à réfléchir profondément et à extraire des leçons concrètes, applicables à notre quotidien, pour devenir des acteurs du changement dans un monde où l'injustice persiste sous des formes multiples. Le premier chapitre, marqué par l'humiliation d'Albert, m'a profondément touché par sa brutalité et son injustice criante. Arrêté sous un prétexte fallacieux, un feu arrière prétendument cassé, Albert est soumis à une fouille illégale, ses médailles militaires jetées dans la poussière et sa table artisanale, fruit de mois de travail pour l'anniversaire de sa fille, délibérément brisée. Ce qui m'a frappé, au-delà de la cruauté des officiers menés par Paul Lefebvre, c'est la dignité inébranlable d'Albert. Face aux insultes racistes et à la profanation de ses souvenirs de guerre, il reste calme, refusant de céder à la provocation. Cette retenue est une leçon puissante. La dignité peut être une arme silencieuse mais redoutable face à l'oppression. Dans nos vies, lorsque nous faisons face à des injustices, qu'il s'agisse de discrimination au travail, de préjugés sociaux ou de micro-agressions, préserver notre intégrité morale tout en cherchant des recours légaux ou communautaires est une forme de résistance. Par exemple, documenter les abus, comme la jeune Marie qui tente de filmer l'incident malgré les menaces, ou signaler les comportements inappropriés à des autorités compétentes, peut transformer une expérience douloureuse en un levier pour le changement. Le deuxième chapitre, en exposant l'ampleur du réseau de corruption à Mapleton, a fait naître en moi une indignation viscérale. Les graffitis racistes sur la maison d'Albert, les menaces contre Louise Carter, une enseignante à la retraite, et l'agression physique de James, un jeune homme défendant sa communauté, révèlent un système qui utilise la terreur pour maintenir son emprise. Pourtant, au milieu de cette noirceur, la solidarité communautaire brille comme une lueur d'espoir. Claire, en organisant des réunions à l'église baptiste et une marche silencieuse, montre que l'union fait la force. Cette leçon est universelle et intemporelle. Face à l'injustice, l'isolement est notre pire ennemi. Dans le contexte français, où les valeurs de fraternité et d'égalité sont ancrées dans notre identité, cela nous invite à nous engager activement, que ce soit en rejoignant une association de défense des droits, en soutenant des campagnes contre les discriminations ou en offrant une écoute attentive à ceux qui souffrent d'injustice. Par exemple, participer à des manifestations pour l'égalité ou partager des ressources éducatives sur les réseaux sociaux peut amplifier les voix marginalisées et créer un effet d'entraînement. Le troisième chapitre, avec l'enlèvement d'Albert et la confrontation finale avec Victor Langston, le cerveau derrière la corruption, atteint un sommet d'intensité émotionnelle. La détermination de Claire, qui persévère malgré sa suspension par le Pentagone,
et la résilience d'Albert, qui transforme son atelier vandalisé en un espace d'apprentissage pour la jeunesse, m'ont profondément inspiré. Ce qui m'a le plus marqué, c'est leur capacité à convertir la douleur en action positive. Après des décennies d'injustice, ils ne se contentent pas de renverser un système corrompu. Ils bâtissent un avenir meilleur pour Mapleton. Cette leçon m'enseigne que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver un sens en contribuant à la société. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des actes simples mais puissants. Aider un voisin en difficulté, mentorer un jeune en quête de repères, ou s'investir dans des projets communautaires comme des jardins partagés ou des ateliers culturels. Ces gestes, bien que modestes, tissent des liens qui renforcent nos sociétés. Un autre enseignement crucial est l'importance de la vigilance constante. Même après l'arrestation de Langston, Claire et Albert savent que la corruption peut renaître sous d'autres formes, portée par des alliés tapis dans l'ombre. Cette prise de conscience m'a fait réfléchir à notre responsabilité de citoyen dans une démocratie. En France, où les luttes pour la justice sociale ont une longue histoire, cela nous rappelle de rester informés et engagés. Par exemple, suivre les débats politiques, s'opposer aux lois discriminatoires ou signaler des pratiques abusives dans nos institutions sont des moyens de prévenir le retour des injustices. La vigilance, c'est aussi éduquer les générations futures, enseigner aux enfants le respect de la diversité et l'importance de la justice sociale, garantit que les progrès d'aujourd'hui perdurent. L'histoire met également en lumière le rôle essentiel des alliés. Miguel Torres, qui risque sa carrière pour fournir des preuves, et Sarah Thompson, qui perd son emploi pour éduquer les jeunes, incarnent le courage de ceux qui choisissent de se tenir du côté de la justice, même au prix de sacrifices personnels. Leur exemple m'encourage à être un allié actif dans ma propre vie. Cela signifie écouter avec empathie les expériences des personnes marginalisées, dénoncer les injustices que je vois, qu'il s'agisse de remarques discriminatoires au travail ou de politiques inéquitables, et utiliser mes privilèges pour ouvrir des portes. Par exemple, parrainer un collègue issu d'une minorité pour une promotion ou soutenir des entreprises locales gérées par des groupes sous-représentés sont des actions concrètes qui font avancer l'égalité. Enfin, l'histoire d'Albert et Claire nous rappelle que la justice est un processus, pas une destination. Leur victoire à Mapleton, la restitution des terres, la réforme du département du shérif, l'atelier communautaire d'Albert, est un triomphe, mais elle s'accompagne d'une mise en garde. La lutte doit continuer. Cette perspective m'invite à adopter une approche patiente mais persévérante dans mes propres combats. Que ce soit en militant pour des causes environnementales, en défendant les droits des travailleurs, ou en luttant contre les inégalités de genre, chaque pas compte, même s'il semble petit. Cette leçon m'encourage à ne pas me décourager face aux obstacles, mais à voir chaque effort comme une pierre ajoutée à l'édifice d'un monde plus juste. En conclusion, l'histoire d'Albert et Claire Dubois est un appel à l'action, un défi lancé à chacun de nous pour ne pas détourner le regard face à l'injustice. Elle nous enseigne la puissance de la dignité, de la solidarité, de la résilience, de la vigilance et du rôle d'allié. Appliquées avec intention, ces leçons peuvent transformer nos vies quotidiennes, nos communautés et, à terme, nos sociétés. En France, où l'idéal républicain nous unit, cette histoire nous rappelle que la justice n'est pas un acquis, mais un combat de chaque instant, auquel nous sommes tous appelés à participer. Si le courage d'Albert et Claire vous a ému, si leur lutte pour la justice résonne en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à agir et abonnez-vous pour découvrir davantage d'histoires qui changent le monde. Laissez un commentaire avec le mot « résilience » et racontez-nous comment vous appliquez ces leçons dans votre vie. Ensemble, faisons vibrer la voix de la justice.